après-midi. Ça s'appelle Ça va, ça va. C'est sorti il y a un bout de temps. Je pense que c'est une chanson qui date de 2015-2016, donc une vieille chanson pour une jeune chanteuse. Avec Philippe Gauthier, aujourd'hui, on va parler des conséquences de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis sur la guerre en Ukraine. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Philippe. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Alors, oui, je reviendrai pas sur la politique américaine comme telle parce qu'il y en a déjà été immensément question. Et franchement, j'ai aucune idée qu'est-ce que je pourrais apporter de neuf sur le sujet. Par contre, ce qui a été un petit peu négligé ou traité rapidement, c'est l'influence de cette élection-là sur le déroulement de la guerre en Ukraine. On sait que jusqu'ici, le président Biden avait promis d'appuyer l'Ukraine, et je cite, aussi longtemps que nécessaire, tandis que Donald Trump, lui, son projet, il s'est vanté de pouvoir mettre fin à la guerre en 24 heures. Mais on comprend mal ce qu'il veut faire exactement. Il veut forcer la Russie à faire la paix, c'est ça? Ben, écoute, on comprend mal parce qu'en fait, il n'a jamais expliqué du tout comment il comptait s'y prendre. Donc, il y a des bonnes raisons qu'on comprenne pas. Et en plus, personne prend cette affirmation-là très au sérieux, à part peut-être dans les rangs républicains eux-mêmes, et je suis pas sûr. Mais on pense généralement que sa stratégie était en deux volets, qu'elle a donné un coup de fil à Poutine et à Zelensky et leur dire la chose suivante. Donc, en Ukraine, à Zelensky, il leur dirait, si vous acceptez pas un cessez-le-feu, on va vous couper les livraisons d'armement dont vous avez besoin. Et que parallèlement, on téléphonerait à Poutine et on lui dirait, si la Russie accepte pas un cessez-le-feu, nous, on va augmenter nos livraisons d'armes dans l'Ukraine et vous allez dans le pétrin, ça se passera pas très bien pour vous. Mais en fait, tout ça, ça repose sur une interprétation passablement naïve, à la fois des causes de la guerre et des forces en puissance à l'heure actuelle. Pourquoi c'est naïf? Ben, l'idée d'un cessez-le-feu qui gèlerait la guerre sur la ligne de front actuelle, ça suppose d'abord que les Russes veulent vraiment que leur objectif de guerre, c'était vraiment de faire des corrections frontières pour récupérer la Crimée, par exemple, ou libérer les russophones du Donetsk. Mais en fait, ça a toujours été un peu des prétextes. Le cœur de l'enjeu, c'est que la Russie considère que l'État c'est pas une nation qui devrait exister, qu'en fait, les Ukrainiens n'existent pas. Ce sont simplement des Russes qui ont trahi la mère patrie en se révoltant contre elle, et forcément, il faut les punir. Et on fait pas la paix avec des criminels qu'on veut punir. De plus, l'exemple d'un peuple slave qui a fait le choix de devenir démocratique, comme les Ukrainiens, c'est un mauvais exemple pour les Russes eux-mêmes, puis tous les autres peuples opprimés de l'Empire russe, parce que quand même, la Russie, c'est un grand conglomérat de peuples qui sont pas arrivés là de leur propre initiative. Donc, aux yeux de Poutine, une correction des frontières, ça suffit pas. Il faut absolument supprimer l'Ukraine au complet et tout ce qu'elle représente. Pas juste le territoire, mais ce que ça représente en termes d'espoir ou de philosophie. Aussi, les Ukrainiens de leur côté savent qu'une paix sur cette base-là, de geler les frontières, la ligne de front, tout ça, ça serait temporaire, que la Russie reprendrait la guerre après avoir reconstitué ses forces et que tôt ou tard, on retombera en guerre. Donc, l'Ukraine serait peut-être prête à un règlement, mais à condition qu'il soit permanent et qu'il lui apporte des garanties de sécurité à long terme. Ce que pour le moment, on n'est pas capable de faire. Est-ce qu'un des problèmes, Philippe, c'est pas aussi que les Américains ont juste moins d'influence qu'avant en Ukraine? Oui, c'est ça. Et ça, c'est la chose qui est très mal comprise. Peut-être les médias ont peut-être pas trop allumé là-dessus encore. En fait, les Ukrainiens ont de moins en moins confiance aux Américains. Et il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que, bon, vous savez que, vous vous souvenez peut-être que le printemps dernier, les Américains avaient libéré 60 milliards de dollars d'aide après qu'elle a été bloquée pendant 6 mois, tout ça. Mais en fait, sur ces 60 milliards-là, il y en a seulement 10% qui ont été livrés à date. Alors, même quand les États-Unis annoncent des livraisons d'armes, ils ne le font pas. Et les Ukrainiens sont rendus déçus et un peu frustrés. Et pour tout dire, le torchon brûle un peu entre les Ukrainiens et les États-Unis.
La deuxième raison, c'est que l'industrie américaine, même si Trump disait, bon, on va punir Poutine en augmentant nos livraisons d'armes, l'industrie américaine de l'armement est très, très faible. C'est ce qu'on a découvert dans cette guerre-là. Elle n'est pas capable de produire en quantité suffisante. Elle peut pas augmenter sa production, ses livraisons. Donc, la promesse de livrer beaucoup plus d'armes à l'Ukraine repose un peu sur du vide. Et l'Ukraine, d'ailleurs, a réagi à ce manque de livraison d'armement en augmentant sa propre production avec l'aide des puissances européennes qui ont ouvert des usines en Ukraine. Alors, officiellement, ils ne participent pas à la guerre, mais en fait, l'Ukraine est beaucoup mieux armée, a accès à beaucoup plus d'armement qu'il y a 2 ou 3 ans au début de la guerre. Est-ce que Trump, tu penses, est aussi ami avec Poutine qu'il le laisse entendre? Est-ce qu'il a vraiment de l'influence sur le chef d'État russe? Ben, c'est une bonne question. Jusqu'ici, on pensait que oui, parce que les médias russes, la propagande, tout ça, donnaient beaucoup d'appui à Trump pendant les élections, puis même avant. Mais en fait, depuis les élections, on se rend compte que l'attitude a changé du tout au tout de façon un petit peu inexplicable. Poutine n'a pas félicité Trump pour sa victoire électorale. Les médias russes ont commencé à se moquer de lui. Les médias russes qui décrivaient Trump comme un grand allié, un grand ami de la Russie, commencent à se moquer de lui depuis 2 semaines. Notamment, ils ont diffusé des photos nues de sa femme, Melania Trump, à la télévision russe. Ce qui est quand même pas un geste très, très amical. Les médias russes aussi ont recommencé récemment à dire du bien de Biden, ce qu'on n'avait pas entendu depuis des années. Jusque-là, ils traînaient dans la boue, de Biden et des démocrates en général. Alors, les Russes, il semblerait que la politique n'est pas tellement d'appuyer Trump. Enfin, ils l'ont fait tactiquement l'été dernier et cet automne, mais qu'en fait, leur but, c'est d'appuyer l'opposition simplement pour diviser le monde politique américain. Ils veulent pas appuyer un vainqueur, ils veulent simplement diviser les Américains, ce qui fait que les Russes sont en train de lâcher Trump de façon très inattendue. Qu'est-ce qui va se passer, Philippe, si Trump n'est pas capable de négocier sa fameuse paix, que ce soit en 24 heures ou sur une plus longue durée? Ouais, ben c'est la question que se posent tous les analystes politiques. Le premier défi pour répondre à cette question-là, c'est que Trump est en train de monter une équipe qui est très, très, très hétéroclite. Dans un coin du ring, on a Tulsi Gabbard, qui est une femme qui a toujours eu une grande admiration pour Poutine et qui s'en cachait pas. Mais le problème, c'est qu'elle vient d'être nommée pour diriger le renseignement américain. L'ensemble des agences de renseignement et beaucoup de gens la considèrent comme beaucoup trop proche des Russes et comme un danger de sécurité. Et on sait que les Américains, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande participent ensemble à une espèce d'alliance de renseignement qui s'appelle The Five Eyes, les 5 yeux. Ils se partagent de l'information. Et là, il y a des gens qui se disent, est-ce qu'on va encore partager des renseignements avec les Américains parce que le prochain leader de leur renseignement est pas fiable, il pourrait couler de l'information aux Russes. Ce qui est pas un faux problème parce qu'il y a depuis des mois, il y a des problèmes d'information qui coulent les Américains vers les Russes et tout le monde se plaint beaucoup des Américains là-dessus. Donc ça, c'est le premier truc. Équipe très hétéroclite. À l'autre opposé du spectre, on a Mike Waltz qui a été nommé, mon Dieu, je ne me rappelle plus à quel poste, mais lui, il parle carrément de bombarder le Kremlin. Lui, c'est pas un ami de Poutine. Alors, comment est-ce que ces gens-là vont agir, travailler ensemble? J'en ai aucune idée. Comment est-ce que Trump va se positionner par rapport à ça? C'est pas clair. Mais ce que beaucoup d'analystes Trump pensent, c'est que Trump, en fait, il a un tempérament assez bouillant et assez vengeur, et que s'il se sent que Poutine se moque de lui, ou le trahit, ou quelque chose comme ça, il pourrait bien avoir envie de se venger contre Poutine, par exemple en donnant plus d'appui à l'Ukraine. Alors, cette initiative de paix pourrait se transformer en renforcement de guerre, mais on ne sait pas vraiment. Qu'est-ce que pense le président ukrainien Zelensky de tout ça? Zelensky dans une position délicate, évidemment, le nouveau président américain, il faut qu'il vive dans ce contexte-là. Hein. Il faut qu'il vive avec le fait que Trump est là maintenant. Jusqu'ici, Zelensky a évité de trop se commettre. On sait par ailleurs qu'il y a une certaine lassitude de la guerre en Ukraine. Par exemple, il y a un sondage récent qui a montré que 52% des Ukrainiens seraient en faveur d'une paix négociée.
mais par contre, il y a seulement 27% qui seraient prêts à renoncer à certains territoires pour le faire. Donc, du désir de paix, mais vraiment pas à n'importe quel prix. Alors ça, c'est le contexte politique de Zelensky. Zelensky a aussi dit que s'il pouvait pas obtenir une paix durable, comme on en a parlé tout à l'heure, il se doterait d'armes nucléaires pour se protéger des Russes. Bon, c'est un genre de menace. Il a dit ça dans un forum international. Il dit si personne veut garantir notre sécurité, il va falloir qu'on l'assure par nos propres moyens. Et l'arme nucléaire pour l'Ukraine, c'est parfaitement possible. Les Ukrainiens ont des grands stocks de plutonium parce qu'ils exploitent des réacteurs nucléaires depuis longtemps. Ils pourraient fabriquer, ils ont assez de plutonium pour fabriquer 800 bombes atomiques, quelque chose comme ça, s'ils voulaient vraiment. Et ils sont aussi en train de mettre au point un missile qu'ils veulent utiliser pour envoyer des armes conventionnelles sur la Russie, mais il serait assez puissant pour tirer des ogives nucléaires aussi. Donc, cette menace un peu pendante là, de nucléarisation de l'Ukraine n'est pas quelque chose de complètement irréaliste. Pas le premier choix, ni des Ukrainiens, encore moins de la communauté internationale, mais c'est pas impossible. Et Poutine, lui, quelle est sa situation politique actuellement? Mais elle est plus difficile qu'on le pense habituellement. Il y a beaucoup de remous à l'intérieur de son gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés sous des accusations de corruption. Il semble avoir des luttes intestines. Il y a des meurtres de gens aussi, des attentats à voitures piégées. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais le contexte politique est difficile. D'une part, son offensive pour reprendre la région de Kursk qui a été perdue aux Ukrainiens cet été, ça va vraiment pas bien. Les pertes sont gigantesques, même selon les normes russes. Actuellement, l'armée russe perd entre 1500 et 2000 hommes par jour. Ils sont pas capables de remplacer tout ça, d'autant plus qu'ils commencent à manquer d'armement. Le matériel militaire moderne est épuisé. Ils sont en train d'aller chercher dans toutes les ressources, toutes les réserves possibles et imaginables. La semaine dernière, ils sont allés récupérer des vieux chars des années 1950 dans un studio de cinéma qui s'en servait comme accessoire pour faire des films. T'sais, on est rendu là. C'est pas parce que ça va bien. Faut que tu sois mal pris. Et hier, il y a Elvira Nabiulina, qui est la dirigeante de la Banque centrale de Russie, une femme très importante et bien placée, qui a admis que son pays était à court de ressources. Ils pouvaient pas mobiliser plus de ressources pour faire la guerre. Ils ont mobilisé tout ce qui est possible. Et en fait, l'économie va pas très bien. Beaucoup d'analystes pensent en fait que l'économie russe ne peut pas survivre à l'année 2025 si elle continue la guerre au rythme actuel. Donc, Zelensky a des pressions pour faire la paix un peu. Poutine devrait la faire, mais il veut pas parce qu'il y a cette idée qu'il veut supprimer l'Ukraine comme menace existentielle, si on veut. Alors, où est-ce que ça va s'arrêter? Je ne le sais pas. Et entre les deux, on a Trump là qui fait des promesses de paix rapides, mais qui peut probablement pas livrer la marchandise. Merci beaucoup pour l'analyse, Philippe. Ben, ça me fait plaisir. Au revoir. Toi bien, bye. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées.